Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'honneur d'accueillir Fabio Micheli pour la sortie de son livre. Son livre sort demain, vous le voyez à l'écran, il s'appelle Le loup dans la bergerie, qui est sorti dans la collection La Bête Noire aux éditions Robert Laffont. J'accueille aussi Camille Racine qui est éditrice de la collection. Avant de lui laisser la parole, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Fabio par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et Frédéric de Gelt se fera un plaisir de venir les poser à la fin de la rencontre. Camille, je vais te laisser la parole en introduction. Merci Nathalie et bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous dire à quel point on est heureux, nous les éditeurs et les auteurs, d'avoir cet espace de rencontre qui a été créé par Nathalie et Frédéric, donc un grand merci pour ce duo d'enfer. Je vais vous dire juste quelques mots sur la collection de la Bête Noire au cas où vous ne la connaîtriez pas. C'est donc une collection de littérature noire qui est rattachée aux éditions Robert Laffont. Et la collection a été fondée en 2015 par Glenn Tavnek avec la volonté de parler à tous les publics, les amateurs du genre, mais aussi ceux qui sont des lecteurs occasionnels du polar, avec donc tout type de littérature noire, donc du thriller au suspense psychologique, au cozy crime, au polar historique, etc. Ce soir, on est très heureux de vous présenter Fabio Micheli et son nouveau roman Le loup dans la bergerie, qui est son troisième roman chez Robert Laffont. Et je vais vous donner deux bonnes raisons de lire son livre. La première, c'est que c'est une évasion qui ne vous coûtera rien depuis votre canapé. Il suffira de brancher votre GPS mental, direction le sud, et en particulier Nice. Et la seconde bonne raison, c'est que vous allez y découvrir un fait divers de dingue. Et je vous mets au défi, une fois le roman terminé, de ne pas poursuivre vos recherches sur les réseaux. Voilà, bonne rencontre à tous. Merci Camille. Alors, ce soir, on va parler un peu de choses qui font peur ou pas. Votre roman est inspiré d'un fait réel, Fabio. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui est le berger de Cossols? Alors déjà, on dit Cossol, hein, Nathalie. Ouais, Cossols, pardon. Oui, moi je suis dans le sud, alors on va m'excuser. Eh oui, j'avais bien entendu avec l'accent, bien sûr. Alors, le berger de Cossol, alors ça déjà, c'est un surnom, évidemment, Ouais. qui a été attribué par les médias. C'est un homme qui a été jugé et condamné pour 2 meurtres. Il se trouve actuellement sous les verrous, hein, et en attente d'un procès en appel dont l'issue ne sera pas forcément très bonne pour lui, à mon avis. Voilà. Mais ce qui fait j'ai envie de dire, la particularité de cette affaire, de l'affaire du berger de Cossol, c'est qu'il a vécu aux côtés de son ex-compagne qui a révélé, enfin qui a dévoilé les secrets du berger de Cossol. Je ne sais pas si on peut dire son nom, hein. Oui, je pense que oui. On peut le dire parce bon, il a Non. été arrêté en 2005 et en plus il a un autre petit surnom que je trouve très drôle qui s'appelle Ratatouille aussi. Vous comprendrez pourquoi Ah après. oui, oui, Ratatouille, on en parlera tout à l'heure, oui. Effectivement. Oui, 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 il y a aussi de la gastronomie. Oui. Donc oui, et Nicole donc, a vécu, Nicole Rossi, donc son ex-compagne a vécu plus de 20 ans à ses côtés et n'a jamais pu dévoiler quoi que ce soit. Sa vie, évidemment, a été mise en danger. Elle a été menacée par cet homme. Donc pour protéger sa vie et celle de ses proches, elle s'est tue. Voilà. Et ce, pendant 20 ans, elle a subi cette pression au quotidien de vivre avec un criminel euh, qui a commis plusieurs meurtres, selon elle. Alors, toujours, évidemment, tout reste à prouver parce qu'il y a aujourd'hui 10 cold cases, qu'on appelle des affaires non résolues, en dehors des 2 meurtres pour lesquels Michel Lambin a été jugé et condamné. Donc c'est une libre interprétation de l'escalade criminelle donc de Michel Lambert. Donc dans votre roman, on va retrouver des personnages qu'on a déjà vus chez vous. Donc il y a le commandant Samuel Steiner qui est commandant à la PJ de Metz. Donc de votre roman, il se déroule entre Metz et Nice. Déjà, pourquoi cette diagonale opposée? C'est voulu ou... Et- Ah oui, c'est Bon, voulu. par rapport aux faits réels, ça on comprend, mais il y a l'écart, il est grand. Est-ce qu'il y a derrière, il y a quelque chose dans la construction qui est fait pour?
Alors, tout à fait, puisque je voulais de toute façon continuer avec mon personnage, avec le commandant Steiner, qui lui vit à Nice, à Metz, Non. pardon, je me mélange les pinceaux. Il vit à Metz, donc sa précédente enquête qui se déroulait à Metz, puisqu'il s'agissait d'un fait qui se rapprochait de l'escalade criminelle de Francis Saulme, qui a été jugé et condamné, lui encore une fois aussi, pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz, qui a été jugé et condamné à Metz en 2017. Donc, tout a démarré d'ici, en fait. Le point de départ des enquêtes de Steiner commence là, avec l'ombre de l'autre. Donc, il fallait qu'il y ait un point de concordance, évidemment, entre Metz et Nice. D'où, alors on ne va pas tout spoiler, tout dévoiler, mais effectivement, il y a ce rapport avec le père de Samuel Steiner. Oui, Qui est le départ de la trame fictionnelle aussi. Ouais. Est-ce que vous voulez que je fasse un résumé rapide ou vous voulez le faire vous, le résumé, pour qu'on comprenne? Vas-y, je vous en prie. Alors, en fait, le commissaire Samuel Steiner est appelé parce qu'on a trouvé à Nice, dans une voiture, un corps calciné. Il va falloir arrêter avec les combustions, hein, parce qu'on reviendra dessus, les barbecues. Là, j'ai l'impression que moi, je suis spécialiste du barbecue. Et dans cette voiture, on retrouve les papiers, qui se trouvent être les papiers d'identité du père de Samuel Steiner. Père qui a disparu depuis 20 ans, c'est ça à peu près? Oui, 21 ans. Ouais, voilà. Donc, il descend mener cette enquête. Moi, j'ai envie d'abord de vous poser cette question. Quelle est cette fascination pour les faits réels et les tueurs en série que vous avez? Merci, maman. ça vient de maman, parce que maman adorait lire détective. Et c'est une époque très reculée, hein, parce que j'étais minot quand même. Et chaque fois qu'elle revenait des courses, elle revenait avec son détective. Et elle était toujours très, comment dire, très fière de me montrer ce qui se passait pour elle. Alors, je trouvais toujours effectivement que c'était très exagéré, ces articles chaque fois dans Détective. Donc, je la ramenais un peu sur terre chaque fois, mais j'y ai pris goût. Au bout d'un moment, j'y ai pris goût et je finissais par passer derrière elle. Une fois qu'elle avait terminé, je lisais Détective. Et voilà, ça a continué. Après, je me suis intéressé de plus en plus aux faits divers, aux affaires criminelles. Et puis, évidemment, le cinéma, la littérature a fait aussi que ça m'a donné, tout ça m'a donné du grain à moudre. Et puis, l'époque aussi, j'ai évolué en même temps que mon époque. Et je veux dire, aujourd'hui, on en est arrivé à un point au niveau des diffusions de documentaires criminels, on ne sait plus où donner de la tête. Il y en a partout. Toutes les plateformes de diffusion. Sans parler du cinéma, sans parler du cinéma ou des séries télévisées, ne serait-ce que le documentaire propre, il y en a énormément. Donc, ce qui prouve aussi qu'il y a quand même un réel intérêt de la part du public pour les affaires criminelles. Et puis aussi, peut-être parce que l'angle est différent, parce qu'aujourd'hui, on aborde ce sujet peut-être avec un peu moins de tabou. On y introduit les techniques de la police scientifique, la criminologie, l'étude des profils psychologiques. Donc, tout ça suscite un intérêt, effectivement, parce que c'est peut-être plus scientifique aujourd'hui, et voire technologique, qu'avant, où c'était peut-être un peu plus voyeur, un peu plus sordide. Voilà. Ce qui est fascinant dans votre écriture, quand même, c'est la façon que vous avez... c'est très fluide d'intégrer donc les faits réels comme un reportage dans une fiction. Et ça se fait très naturellement. On est happé, alors on rentre direct dedans parce qu'on est très attiré donc justement par ce barbecue, parce que ça se nomme comme ça. Il s'est fait refroidir au barbecue, ça c'est l'expression que vous donnez. Je vais rappeler à nos amis que pour faire la combustion d'un corps, il faut quand même 200 kilos de bois et 10 heures de combustion. Alors ne vous y amusez pas. Pourquoi commencer l'ouverture de ce livre par cette scène-là? Parce que déjà, il me semblait logique de présenter le décor, ce qui se passe derrière la scène du décorum de Nice. Alors, on a tous Nice comme la baie des Ganges, la French Riviera, avec ses strass et ses paillettes. Mais le backstage, j'ai envie de dire, est complètement différent.
il y a effectivement des quartiers qu'il faudrait éviter la nuit du côté de Nice. Voilà, donc la scène d'ouverture commence avec le gang, avec le K1143, qui est le gang qui sévit à Nice, effectivement, et qui est un gang de fiction, hein, je tiens à le dire, parce que je ne veux pas avoir de problème avec ceux qui tiennent le pavé à Nice. Voilà, et c'était aussi pour faire ce rapprochement avec ce qui suit après, avec le premier chapitre, avec la scène suivante, avec les funérailles de Lise Marie Claire. Alors j'ai envie de dire qu'en fait, un peu, ce livre, c'est aussi la quête de la vérité et une enquête, une intrigue familiale. Parce que le commandant Steiner, il a une fille qui s'appelle Rebecca. Il y a aussi son beau-père, parce que donc, le commandant Steiner est séparé de sa femme. Elle vient de décéder dans le livre, donc il y a ça à surmonter. Et sa fille, elle va prendre des travers un peu spéciaux. Elle va avoir des fréquentations, des mauvaises fréquentations. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux histoires en une. Est-ce que c'était important aussi d'avoir, je ne sais pas si on peut dire la faille ou le talon d'Achille en parallèle de cette intrigue policière? Oui, alors la faille, ouais. Je crois que c'est la faille, le talon d'Achille, oui, parce que Rebecca, depuis l'ombre de l'autre, Rebecca est un peu euh, l'avatar, entre guillemets, de ma fille, ils sont entrés dans l'adolescence. Et le fait aussi que pendant longtemps, un peu moins maintenant, je l'avoue, je ne parle pas trop fort parce qu'elle n'est pas loin, je l'ai surprotégée, vraiment, mais vraiment à l'excès, je pense. Et j'ai eu beaucoup de conversations avec des gens qui sont, voilà, qui sont dans de l'univers, on va dire, soit policiers, soit magistrats, et qui ont eu exactement les mêmes réactions que moi, c'est-à-dire de surprotéger leurs enfants, parce euh, on est au cœur de l'abîme. On travaille, c'est notre quotidien. Alors moi, je ne suis pas un policier, je ne suis pas confronté aux criminels et je ne me déplace pas sur des scènes de crime, mais j'ai la réalité toute crue, j'ai envie de dire, en face, et des confirmations que ces choses-là existent, que ce n'est pas que de la fiction, que ce n'est pas que de la télévision, que du cinéma. Quand un magistrat vous explique comment s'est déroulée une affaire criminelle, de quelle manière, quand on vous donne les détails sordides d'un crime, quand on vous explique cela avec des mots voilà, on a les images, on a les images. Et quand on a des enfants, c'est compliqué, c'est difficile à se dire tout ça, c'est la vraie vie, c'est la réalité. Euh, donc ça peut arriver à côté de chez moi. Et d'ailleurs, c'est arrivé, hein, l'affaire Le Landais, c'est près de chez moi. C'est à 80 km. Voilà. Et il était d'ailleurs pas très loin de chez moi à un moment donné. Les médias l'ont relaté. Du coup, cette Rebecca, c'est un petit peu ma fille, et ce commandant Steiner, c'est un peu moi. J'avais besoin d'expliquer aussi, de raconter à quel point c'est difficile euh, pour ces gens-là, pour les policiers surtout, de vivre au quotidien. Alors, je n'avais pas envie de tomber dans les clichés du flic alcoolique, du flic dépressif. Effectivement, alors c'est un cliché, oui et non, parce que c'est aussi la vérité. Ayant beaucoup d'amis écrivains, d'ailleurs, de polar et anciens flics, le disent. Et leurs conditions de travail, on le sait, on les connaît aussi par les médias. Leurs conditions de travail sont très difficiles. Et s'il y a un taux de suicide quand même assez élevé chez les fonctionnaires de police, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est un vrai faux cliché, en fait, dans les romans, quand on a un policier qui est dépressif ou alcoolique. Voilà. Mais j'avais quand même envie d'éviter Voilà, j'avais envie d'éviter ce poncif parce que c'est récurrent. Donc, je me suis dit, on peut montrer la faille d'un policier différemment, sous un autre angle, et pourquoi pas sa fille, sa famille. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans notre roman. Il y a aussi le désir de posséder, de contrôler. Il y a tout ce qui se passe en prison, puisque donc, le fameux
j'ai envie de dire Ratatouille est en prison. Euh, il y Jean-Michel a Auban dans le roman, oui, tout à Ouais, fait. Michel Auban, voilà. Il y a sa femme qui, donc, vous avez changé tous les prénoms, c'est ce que vous expliquez dans le prologue, ce qui est tout Mais non, normal. C'est oui. normal puisque l'enquête est en cours et qu'il ne faut pas qu'il y ait de soucis là-dessus. Il y a aussi le pacte du silence, il y a tout ce qui est l'aspect des réseaux sociaux, il y a tout ça mélangé. On va revenir plus exactement au berger, là, justement, dans cette bergerie. Quand vous nous amenez justement vers la bergerie, la façon que vous avez de décrire, vous dites que même un loup ne rentrerait pas dans cette bergerie qui a une ambiance un peu spéciale, on a l'impression d'y être, de sentir ces odeurs un peu spéciales, parce qu'il s'est passé des choses terribles dans cette bergerie. Et personne ne voulait le dire jusqu'au jour où finalement on arrive à briser le silence. Est-ce que c'était important pour vous de faire une montée en escalade, de faire une tension? Comment vous avez fait pour faire cette tension justement qui est à la fois palpable et naturelle pour le lecteur? Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, la bergerie, je ne l'ai pas visitée. Voilà. Je ne l'ai pas visitée parce que Nicole a refusé, enfin, avait prévenu Alain Brunage, qui est donc le policier qui m'a reçu, l'ex-commandant de la PJ de la brigade criminelle de Nice, et qui m'a permis de rencontrer Nicole d'ailleurs. Bon, je pense qu'elle elle en a un petit peu marre que les médias ont mis les pieds souvent sur la bergerie. Il y a eu un documentaire d'ailleurs qui a été tourné sur place, un documentaire pour TF1, il me semble. Euh, Par contre, toute cette ambiance qu'on découvre dans le roman, qui est palpable, hein, comme vous disiez très bien d'ailleurs, les odeurs, effectivement, tout ça, c'est Nicole qui me l'a fourni lors de l'entretien. Son témoignage est tellement dense, tellement euh, rempli de détails que je ne pouvais pas passer à côté. C'était impossible. Et que ce soit les lieux, que ce soit effectivement cette impression de persistance rétinienne, en fait, hein, d'image qui revient comme ça. C'est Nicole qui m'a fourni tout ça. Mais la transcription est quand même exceptionnelle, hein, parce Elle que m'a franchement, accordé un entretien qui a duré plus de 2h30 quand même. Euh, je m'en souviens encore, oui, c'était en février 2019. On était à 1000 mètres d'altitude, le plateau de Cossol. Je suis revenu en Savoie, j'étais bronzé. J'avais pris un coup de soleil, en fait, en plein mois de février. On était sur la terrasse d'un restaurant. On a déjeuné donc avec Alain et Nicole, et je n'ai pas vu passer le temps. Je n'ai même pas senti le soleil taper sur ma figure, tellement que son récit était prenant, immersif. Euh, voilà. Quand elle est arrivée, quand elle est venue nous rejoindre, j'ai posé le téléphone en mode enregistrement sur la table, et elle a commencé. Voilà. Et ça a duré plus de 2h30. Et plus on avançait dans ces déclarations, plus j'avais l'impression d'être face à un scénariste qui me racontait son projet de film. C'était incroyable, c'était juste incroyable quand on dit que la réalité dépasse la fiction, mais c'est même plus que ça. On n'est même plus dans... On a vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose qui n'a pas eu lieu. Que J'avais l'impression que ces propos étaient disproportionnés, que c'était impossible. Et ah, pourtant, d'ailleurs, il et y a une pourtant scène incroyable dans le livre, c'est quand vous, presque à la fin, là, quand justement ils viennent fouiller le terrain à côté de la bergerie où sont censés être enterrés les corps, elle offre à boire, vous mangez, quoi, vous mangez. Il mange, le commissaire mange, et à côté on déterre les corps. Le parallèle est quand même extraordinaire. ça, c'est vrai. Ça, voilà. Et c'est ce que je disais, ce que je disais il y a pas très longtemps à un ami. Je lui ai parlé de ça, et puis je crois que je vous en avais parlé aussi, Nathalie. Cette scène est vraie. Et il n'y a que lorsque l'on rencontre les protagonistes, les vraies personnes qui ont vécu ces choses-là, euh, qu'on peut recueillir ce genre de choses. On a beau faire un travail parfois en profondeur, quand on fait des recherches pour un roman, si on ne cède que d'Internet, que du net, parce qu'aujourd'hui, il faut bien l'avouer, c'est un outil quand même indispensable et quand même assez incroyable, on aura forcément ce qui a été diffusé, ce qui est dans le cloud, j'ai envie de dire. Mais quand on rencontre les vraies personnes, on a accès à ce genre de petits détails. Et donc, pour info, cette anecdote, c'est le jour
où l'équipe de la police technique scientifique se sont rendus à la bergerie pour aller effectivement, soi-disant, enfin, déterrer un corps dont l'emplacement a été indiqué par Nicole. C'est assez particulier parce que donc ça c'est Alain Brunache qui était sur les lieux qui m'a raconté cette histoire qui est complètement incroyable parce que Nicole à un moment leur propose de boire un petit verre et puis de se restaurer un petit peu et là donc elle leur dit bon, les gars, je vais dans la cave, je vais chercher les bouteilles de Lambin qui sont encore là, donc on va toutes se les sniffer, ces bouteilles, et puis je vais sortir du sauce. Voilà, donc elle a sorti le saucisson, elle a sorti le vin, alors qu'à quelques dizaines de mètres se trouvait le tractopelle et on était en train de déterrer un corps. Voilà, et ça, j'ai bien senti, lorsque Alain m'a raconté cette histoire, qu'il avait pour lui, c'était surréaliste. Quoi. Et c'est resté gravé dans sa mémoire parce que effectivement, c'est une scène surréaliste. Alors, alors, on est censé parler d'horreur dans ce livre. Bon, ça ne se ressent pas absolument. J'ai envie de dire, c'est un peu propre. Parce qu'effectivement, il est un peu cannibale, parce que vous dites qu'à un moment donné, elle dit il adorait manger des morceaux des gens qui tuaient avec du persil, je ne sais plus exactement, et de l'ail. Bon, c'est assez propre, mais il y a quand même une scène qui est terrible et qui est faite par une femme. Et ça, je trouve que c'est encore plus terrible parce que la violence faite par les femmes, je trouve qu'il y a une portée qui est plus profonde. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scène de décapitation, comment on peut dire, décapitation, torture, je ne sais pas, mais C'est ça, un peu les deux. C'est un peu les deux. c'est un peu Il les y a deux. effectivement la torture parce que déjà, il y a la torture mentale, psychologique. Voilà, cette scène commence en fait dans le point d'ancrage du gang 1143. C'est un petit peu leur QG, leur quartier général. Euh, le patron du 1143, qui est un gitan qui s'appelle Carlos Jiménez, c'est que deux de ces gars ont fauté, ont un petit peu justement raté leur barbecue, on va dire, puisqu'ils ont laissé des éléments Faut à qu'il Il n'y avait m'appelle. pas assez d'allume-feu. Voilà, faut qu'il Ouais, m'appelle. Expliquer comment on fait le barbecue. donc, effectivement, il va falloir régler le problème. Ce sont quand même deux jeunes, dont un adolescent, et il leur demande de les retrouver au vestiaire. Donc, c'est une ancienne station-service, le QG, c'est une ancienne station-service désaffectée. Donc, voilà, donc ils occupent les lieux. Donc, ils demandent de les retrouver au vestiaire. Et là quand ils rentrent, ils sont précédés de leur chef de gang. Ils aperçoivent au sol des bâches de plastique qui sont étendues avec une lumière très, très poussive. Donc, c'est une ambiance déjà très, très glauque. Donc, je voulais déjà recréer cette ambiance, un petit peu cette atmosphère à la Dexter, quoi. Parce que voilà, les bâches de plastique, on sait très bien ce que ça veut dire. On a tous Parce que moi, vu. j'ai pas eu du tout la même référence que vous. C'est marrant, hein. Oui, c'est Moi, complètement. c'était American Psycho, Patrick Batman. Mais voilà, Ah, chacun la sienne. c'est bien aussi. Ouais, peut-être que la prochaine fois, je leur ferai mettre des impairs en fait de nylon. Et voilà, donc ils rentrent là-dedans. Donc déjà là, il y a une torture. Si vous vous remémorez bien la scène, il y a une Oui, torture parce que horrible. l'ado, justement, l'ado, lui, panique tout de suite parce qu'il comprend tout de suite qu'en fait, il ressortira jamais de cette pièce. Et voilà. Et là, dans cette pièce, on retrouve donc le chef de gang et sa compagne qui se tient là, donc très, j'ai envie de dire, ça fait un petit peu très, très Mad Max, parce qu'elle porte un cuir, c'est un gang de motards quand même Kill avant. Bill aussi, ça peut être pas mal, Kill Bill. Le Voilà, soir, Kill Bill ouais. aussi, Très calme, hop, allez. tout à fait. Et donc, elle a en main un sabre d'abbati. Alors, eux, ils préfèrent. Alors, Carlos explique ce que c'est qu'un sabre d'abbati. Donc, c'est tout simplement un coupe-coupe. Mais selon les régions, enfin, les îles où on se trouve, on appelle ça différemment. Donc, aux Antilles et Martinique, c'est le coupe-coupe. À d'autres endroits, c'est le sabre ou le sabre Le d'abbati. final est le même, hein, de toute façon. Exactement. Voilà. Donc, et ces deux personnes, ces deux jeunes garçons vont donc se faire décapiter. Ils se font d'abord attacher, ils sont attachés, solidement attachés par des ceintures sur des sièges qui sont positionnés sur les bâches plastiques et vont petit
petit à petit comprendre qu'ils vont pas s'en sortir, hein, qu'ils vont mourir. Et cette femme va décapiter d'abord l'un sous les yeux de l'autre. Voilà, donc là encore, il y a encore cette torture psychologique, parce que l'un va voir son ami se faire décapiter devant lui, mourir, et ensuite, j'ai envie de dire, à son tour, passer sous l'échafaud. Pourquoi Voilà. l'avoir fait faire par une femme? Vous pensez que les femmes sont Par une beaucoup... femme. Et je pense que oui, effectivement, c'est de mon avis personnel, oui, je pense que les femmes peuvent être plus cruelles parce qu'il y a aussi, s'il y a un désir de vengeance, d'assouvir une vengeance, je pense que les femmes peuvent être plus cruelles que les hommes, effectivement. Et puis, pour nous, en tant que lecteurs, plus précisément, euh, c'est plus percutant parce que on a toujours tendance à penser qu'une femme, ça peut être plus doux, plus empathique, plus réfléchi. Je ne vais pas me faire des potes, hein. Mais je vais me faire des copines, c'est bien. Et du coup, c'est ça qui est choquant. Voilà, c'est ce côté-là, parce qu'on se dit non, mais elle ne va pas le faire, ce n'est pas possible. C'est une Elle femme. obéit. En fait, elle obéit aussi. Il y a la soumission, c'est-à-dire qu'on lui donne un ordre Elle et prend elle... du plaisir à le faire. Elle prend du Oui, plaisir elle à le prend du faire. plaisir, oui, mais ça, bon, il y a des Elle le fait salutations. doucement. Elle le fait. C'est quoi Voilà. qui vous a intéressé? C'est les racines du mal, pour paraphraser Dantec, ou c'est quoi qui vous intéresse là-dedans, qui vous fascine, vous prenez le plus de plaisir à faire quoi là, en écrivant ça? Je- bah, j'ai envie de dire que pour tous les écrivains, que ce soit dans le noir ou dans la littérature blanche, on est un peu Dieu à ce moment-là. On a envie de... on décide du sort, du destin de nos personnages, du cheminement, du récit, de l'histoire. On, on- on est vraiment Dieu. On crée un univers. On crée un monde avec une espèce qui évolue dans ce monde-là. Et on a le droit de vie ou de mort sur chacun des personnages. Et ce qui me passionne, c'est un peu ça. Non pas de me prendre pour Dieu, mais de pouvoir créer tout simplement. Voilà, c'est tout simplement la création. Euh, Après, il y a aussi l'aspect criminel. Évidemment, je suis passionné. Je ne vais pas dire fasciné parce que Un peu quand même, un euh, peu. non, je suis plutôt fasciné par certaines facettes de criminels, et puis particulièrement, par exemple, la personnalité de Ted Bundy, qui était quand même un personnage mais absolument incroyable. J'ai vu encore très récemment des documentaires qui sont récents, là, oui, des documentaires sur Bundy, mais quel personnage incroyable. C'était un comédien, c'était un acteur de théâtre. Alors, il y a beaucoup de références littéraires aussi. Je crois que les chaînes Baskerville, c'est quelque chose qui vous a marqué, parce qu'il est bien cité dans le livre. Et la musique aussi est très présente, parce qu'il y a une playlist à la fin d'ailleurs de votre livre. Alors, je crois que vous êtes musicien, c'est ça? Et les références musicales sont très importantes. Est-ce que c'était Du pour fait, donner une respiration un peu, entre guillemets, de légèreté à un truc atroce qui venait de se passer, genre il s'est fait décapiter, il s'est fait taper est-ce que c'était pour faire une respiration, ou s'il y a vraiment autre chose dans la rythmique? par rapport à la musique, par rapport aux Par chaînes. rapport à la musique, oui. Ouais. Non, par rapport à la musique est très présente, plus que les références littéraires, presque. Oui, oui, la musique est très présente parce que La je musique est très suis présente parce que... toujours en musique. Alors, je coupe un peu parce que j'ai un retour qui est désagréable quand je Ah, parle. Voilà. Bon, Là, ça y est. moi, je n'entends ça pas. s'est Moi, interrompu, donc je pense que c'est bon maintenant. Oui, ah, j'ai pas entendu, moi, excuse-moi. J'ai pas bon. entendu. Non, j'écris toujours, oui, j'écris Exprimé. toujours en musique. La musique me permet. Alors, il y a deux phases. Il y a la musique de fond, la musique qui me permet d'anesthésier un petit peu mon cerveau. C'est une sorte de concentration, en fait. Je me concentre sur un fond musical qui va être de la musique atmosphérique, sans parole, voilà, souvent des compositeurs islandais. Ils sont très, très forts dans ces ambiances un petit peu voilà, vaporeuses.
Donc ça me permet d'anesthésier un peu le cerveau, d'être concentré sur ce que je fais. Et puis après, il y a les titres proprement dit, qui sont là comme, pour illustrer, en fait, pour illustrer une scène, Oui, très bien. un rythme aussi, oui, bien Ouais. sûr, c'est aussi pour donner du rythme, parce que, voilà, et puis on a toujours tendance à croire, ou alors peut-être qu'effectivement, c'est vraiment ce qui se produit. Je pense que la musique nous rappelle des souvenirs. On a tous un titre qu'on va écouter et se dire, ah tiens, là j'avais 15 ans, c'est mon premier baiser, David et Jonathan. Enfin voilà, et c'est vrai Ça colle que... pas trop avec votre livre. Non, mais c'est dingue parce que c'est vraiment un- comment dire, un déclencheur qui va en fait remettre en branle, j'ai envie de dire, tous nos sens, quoi. Ça va nous rappeler des odeurs, ça va nous rappeler des moments, peut-être même des sensations tactiles. La musique, en fait, est un facteur d'émotion. En fait, c'est un véhicule, la musique. Et je pense que oui, dans les romans, d'ailleurs, elle est de plus en plus présente parce que oui, ça vient ponctuer des scènes et puis un rythme. Et je pense notamment à cette scène lorsque Steiner est en mauvaise posture dans un véhicule, dans une ruelle, et que là l'autoradio du véhicule euh, diffuse Dream On d'Aerosmith. Et là, il dit, moi, il se voit mourir. Donc, et il dit, merde, c'est con quand même, parce que j'aurais préféré mourir sur Highway to Hell d'ACDC. Il dit, j'aurais préféré quand même prendre l'autoroute plutôt que la nationale. Voilà. Il y a aussi quelque chose extra dans votre livre, c'est la fin. C'est l'entretien que vous avez justement avec ce commandant Jean-Michel Bonnage, c'est ça son nom. Ouais. C'est ça, hein, voilà. C'est assez extraordinaire et j'ai envie de dire surréaliste cet entretien. Pourquoi il n'apparaît qu'à la fin? Pourquoi vous ne l'avez pas imbriqué à l'intérieur de votre roman, justement? Vous préfériez le dissocier pour comme donner une explication? C'est quoi le fait que c'est construit comme ça? Oui, c'est tout à fait, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Plutôt que de l'introduire dans le roman et de le romancer, parce il aurait fallu le romancer. euh, je préférais garder cette touche réelle pour donner au lecteur en fait une sorte euh, comment dire, de témoignage en fait, de permettre au lecteur de vivre ce que j'ai vécu réellement. Voilà, de partager avec le lecteur ce moment intense et puis unique, quoi, voilà, de témoignage. Je l'ai fait aussi dans L'ombre de l'autre, et là, c'était avec Jean-Marie Benet, qui est procureur général près la cour d'appel de Metz, et qui était aussi qui occupait le siège du ministère public lors du procès de Francis Saulme en 2017. Alors avant de passer la parole à Frédéric, je vois que vous êtes bien accompagné. Est-ce que c'est un crâne que vous avez récupéré à côté de la bergerie qui est à côté de vous? Oui, alors tout à fait. Voilà, Nicole m'a Alors donné moi, je vous en ai l'instruction amené un. d'utiliser. Je vous en ai amené un. Je vous ai fait une petite surprise. Sauf que moi, le mien, c'est un vrai. Le voilà. Moi, c'est mon Monsieur Dupont à moi. C'est un vrai crâne humain. Donc, on voit la différence entre le vôtre, qui est une résine. Donc, voilà, ce qu'on peut retrouver dans un terrain, on peut dire, dans la bergerie, peut-être qu'il y avait ça. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est un vrai. Alors, pour la petite histoire, c'est vraiment un vrai. C'est le squelette. Mon père est médecin. Il avait un squelette. Donc, c'est un vrai crâne de médecine et de médecin. Donc, voilà, ça se fait comme ça. Voilà, pour Voilà. vous montrer Il a le perdu. petit côté gore de la soirée. Frédéric, je te laisse sans transition Heureusement que je enchaîner sur reviens les parce questions. que je commençais à avoir peur derrière mon ordinateur là. Et justement, on va démarrer très très fort avec Isabelle qui dit quand il écrit ce genre de scène, est-ce qu'un auteur n'exprime pas ses propres fantasmes? Ah, ouais, intéressant. Bah, j'ai envie de dire peut-être, quelque part, ça peut. Il y a au fond de chacun de nous, j'ai envie de dire, une part de noir, une part de monstre. Il y a toujours comme le disait si bien ce personnage de fiction, ce fameux Dexter, notre passager noir. Peut-être que quelque part, de façon
inconsciente, évidemment. Peut-être qu'on a, oui, ça nous permet d'assouvir quelque chose ancré profondément en nous-mêmes, oui, peut-être. Mais je ne l'affirme pas en tous les cas. C'est bien. Je suis pas. J'ai pas cette part d'ombre. Hein. Je tiens en tant qu'auteur, je me dissocie de cette réponse totale. Pas en tous les cas, je vous rassure, moi non plus, mais peut-être. Non, moi j'en lis beaucoup, beaucoup. Je ne saurais jamais en écrire, mais j'en lis beaucoup. Et alors il y a Anna qui voudrait en savoir un peu plus sur vous parce qu'elle dit qu'elle ne vous connaît pas du tout, qu'elle ne vous a jamais lu. Est-ce que tout ce que vous écrivez a une base de réalité dans les faits divers? Oui, 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 parfaitement, oui, tout à fait. Donc, pourquoi, alors la suite, et si c'est le cas, pourquoi avez-vous besoin d'une base vraie? Pourquoi ne pas partir justement complètement de quelque chose qui n'est pas un fait réel? Parce qu'il me semble, ben moi déjà, quand j'ai envie de raconter une affaire criminelle, je n'ai pas envie de la raconter à la façon d'un journaliste. Je n'écris pas une bio, la bio du criminel ou la bio de... C'est un roman, hein, avant tout. Je suis là pour écrire un roman qui va permettre au lecteur de se divertir. Donc, il faut cette part de fiction qui vient se greffer à ma base, en fait, hein, voilà, au fait. Et je pense que ça permet de susciter peut-être un peu plus d'intérêt. Le fait de partir sur cette base, sur cette base réelle et d'y ajouter cette trame fictionnelle, ces personnages de fiction qui sont là, qui évoluent, et comme je disais tout à l'heure, dont je vais me servir à ma guise et les faire évoluer à ma façon. D'accord. Alors, il y a Agnès Bowie sur Facebook qui nous dit que c'est aussi ta signature, dit-elle, sans jeu de mots, de type SK, Fabio, d'ancrer la fiction dans la réalité. Et elle dit aussi, Freud avait noté le fait que nous étions tous des criminels, alors fantasme, je ne sais pas, mais quelque chose de l'ordre de la nature sûrement. Et il y a Nawel, qui dit, c'est ce que j'aime chez Fabio, la fiction inspirée du fait divers. Donc, c'est quelque chose qui plaît apparemment. Vous, quand vous lisez un de vos confrères, c'est lequel que vous aimez particulièrement? Pas beaucoup en ce moment, hein, mais bon, ça peut être... Non, mais ben non, en ce moment, non, je suis plutôt dans mes manuscrits là, et dans mes dossiers, mais j'ai lu Franck Tillier, j'ai lu Olivier Norek, Bernard Minier, qui m'a beaucoup aidé à mes débuts avec La Compassion du Diable notamment, qui avait relu le manuscrit et voilà, qui m'avait donné qui m'avait fait part de ses appréciations, ses suggestions, etc. Voilà. Donc, vous connaissez et vous vous faites lire entre vous? Non, plus maintenant, mais non, c'était vraiment au début avec La Compassion du Diable, parce que voilà, Bernard, je savais que Bernard, à ce moment-là, était plus disponible, déjà un peu plus disponible, et puis qu'il aimait ces ambiances américaines lorsque les États-Unis, l'Amérique découvraient ces enfants maudits. C'était un peu la découverte de l'émergence des tueurs en série, en fait. Et je savais qu'il aimait cette ambiance. Voilà, donc je lui avais confié le manuscrit et il l'avait lu avec beaucoup d'attention. Rassurez-moi, il n'y a pas de challenge, lequel sera le plus sanglant entre vous, lequel va faire le plus de suspense? Non, pas du tout, non, je crois pas. Non. Quand vous ne lisez pas de la littérature de suspense, noire, policière, thriller, vous lisez quoi? Ça peut être de tout, hein, de la bande dessinée, ça peut être de la littérature blanche, effectivement, ça peut être beaucoup de documentaires aussi, mais voilà. Après, moi, c'est très éclectique. J'ai lu beaucoup de classiques, Sartre, Camus, Baudelaire. Valérie demande si vous avez déjà été approché pour une adaptation télévisuelle ou cinématographique d'un de vos romans.
Non, pas récemment. Il y a eu un moment où il y a eu une approche, oui, effectivement. C'était en 2013, il me semble, pour un de mes tout premiers romans, qui est plus, on va dire, du thriller fantastique. Voilà, pour un roman qui s'intitule La verticale du fou. C'était vraiment le tout premier roman. Et ça n'a pas pu se faire parce qu'il y avait beaucoup trop de travail, en fait, de réécriture pour le scénario. Parce qu'entre-temps, il y avait déjà une série télévision, une série télé pour la télévision qui était en traitement et qui est quasiment similaire à la verticale du fou. Voilà. C'était, je ne sais plus, ça a été diffusé sur Arte, j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais enfin voilà, c'était très similaire. Et voilà, la prod ne pouvait pas se permettre de prendre le temps de réécriture, donc le projet avait été abandonné. Et Fabio, tu peux peut-être parler de l'émission qui sortira bien un jour sur Énergie 12. Oui, elle sortira bien un jour. Oui, oui. Alors oui, j'ai participé à une partie en fait, du documentaire sur des missions crimes sur Énergie 12 qui sera consacré donc au berger de Cossol. Et donc voilà, moi j'apporte mon témoignage, j'explique mon l'entretien que j'ai eu avec Nicole Rossi, et puis deux ou trois éléments de l'affaire. Alors ce sera probablement, comme dit Camille, un jour diffusé. Non, ce sera probablement début mars, je pense, fin février, début mars. Pour la petite histoire, il faut quand même rappeler qu'il y a 80% des livres qui sont mis en option qui ne deviennent jamais des films. Parce que c'est pas très cher, on va faire notre petit machin économique, c'est pas très cher de mettre un livre en option, ça peut être entre 2000 et 3000 euros pour voir si pendant un an quelqu'un écrit et si c'est faisable, s'ils trouvent un réalisateur quand ils n'en ont pas, etc., etc. Et puis au bout d'un an, ben, parfois on remet des sous pour l'option ou alors on abandonne l'option. Donc voilà, ça c'était pour le petit quart d'heure. Valérie nous dit, musicienne moi aussi, à quand une histoire dans le milieu de la scène rock, si ce n'est pas déjà fait car je ne vous ai jamais lu, mais cela est imminent. Vous avez une lectrice qui arrive là. D'accord, mais je ne sais pas, j'attends que Mick Jagger commette un meurtre horrible. Et puis, Les cordes de guitare, c'est bien pour étrangler, hein, n'empêche. Oui, c'est pas très propre parce que ça saigne beaucoup, ça coupe. Ouais. Mais Ouais. non, ben, peut-être un jour, oui, peut-être forcément, oui. J'ai oublié de dire, c'est que pour les puristes, il y a quand même un gros clin d'œil à Thomas Harris dans votre livre, parce que ceux qui ont bien lu, donc c'est pas Le Silence des agneaux qui est en référence, c'est Hannibal, parce qu'il donne à manger la chair humaine au cochon. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien un clin d'œil à Thomas Harris. Tout à fait. Mais là, pour le coup, c'est pas moi qui l'invente parce que c'est Non, probablement ce qui a pu se produire. Mais voilà, tout à fait. Mais j'aime beaucoup, oui, Thomas Harris, c'est une référence pour moi, et plus particulièrement avec son personnage d'Hannibal Lecter. D'ailleurs, il y a une belle référence dans un autre ouvrage, toujours dans la collection La Bête Noire, petite pub au passage, qui s'intitule Une forêt obscure, où là, vraiment, il y a une scène. C'était, alors bon, il y a eu quelques mauvaises langues qui ont dit que c'était du plagiat. Moi, je n'appelle peut-être pas ça du plagiat. On est dans l'hommage. J'ai rendu un hommage à cette scène culte de la rencontre d'Hannibal Lecter et Clarice Starling, la première scène, la première rencontre en prison avec cette fameuse paroi de plexiglas. Voilà. Donc, j'ai repris cette scène de la rencontre de mon personnage, l'horrible personnage Daniel Singleton et Louise Beaulieu dans cette prison d'État, voilà, où il y a cette fameuse paroi. Et c'est, j'ai envie de dire, dans les romans comme au cinéma, comme à la télévision, on a besoin du visuel. Thomas a expliqué, enfin, le réalisateur du Silence des agneaux a expliqué pourquoi il avait préféré tourner cette scène avec une paroi de plexiglas plutôt que les traditionnels barreaux qui au départ devaient être des barreaux, tout simplement pour avoir cette impression que les personnages étaient vraiment face à face. Et puis il y aurait eu des soucis pour filmer avec les barreaux
parce que à chaque fois, il y aurait eu un barreau au milieu du visage. Donc, il a opté pour cette solution. Et je trouve qu'effectivement, ça rend une dimension extraordinaire quand on a vraiment l'impression que Anthony Hopkins est là vraiment devant Clarice Starling, où il n'y a rien qui les sépare. Et c'est cette dimension qui fait peur. Voilà. Frédéric, on ne t'entend pas. Pour la petite histoire, je disais, j'avais lu à un moment qu'il avait réellement fichu la trouille à toutes les actrices avec lesquelles il jouait. C'est-à-dire que même entre les scènes, elle ne l'approchait pas, quoi. Le réalisateur avait tellement bardé le truc que je pense qu'ils n'ont pas dû se dire bonjour. Hein. C'était direct. Il a pris son rôle peut-être un tout petit peu trop au sérieux. Je ne sais pas, parce que c'est une bonne idée. Le masque, c'était bien quand même. Hein. Non, on n'en parle pas de ça. C'est interdit. Nous, on n'a pas de masque, là, on est heureux. Le plexi est d'actualité. Hein. Il y a certains qui parlent derrière un plexi, hein. C'est d'actualité. Ça, je dis rien. Oui, c'est vrai. Valérie demande quel conseil de lecture vous donneriez, à part la comtesse de Ségur. Je ne sais pas, parce que sur Facebook, il y a quelqu'un qui suggère que vous lisez la comtesse de Ségur. Je sais, ça doit être une plaisanterie. Bizarre, oui, tout à fait. Les malheurs de Sophie. Alors, bon, je vais pas être de bons conseils, puisqu'en ce moment, je ne lis rien à part Le Loup dans la bergerie, parce que je relis la version, la version La Bête Noire. Non, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Voilà. Alors, bon, je vais un peu casser l'ambiance, mais je pense que c'est un livre à lire, vraiment. Alors, je vais pas faire le pitch, hein, mais voilà. Bon, alors Fabio, je vais revenir à quelque chose de plus drôle. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous? Rien. Ouais, si, tout me fait peur. J'ai envie de dire, comme tout à chacun, quoi, comme tout être humain, tout me fait peur. J'ai peur quand je traverse la rue, j'ai peur de me faire renverser. D'une manière générale, j'ai quand même peur de disparaître. C'est fou, Mais d'un coup de baguette magique ou autrement? Non, j'ai peur de, je crois, peur de la mort, peur de mourir, tout simplement, peur de disparaître. En fait, c'est pas la peur de mourir, mais c'est la peur de disparaître, de disparaître aux yeux des siens, de ne plus être là, voilà. Donc, en fait, quand vous faites une scène où il y a quelqu'un qui voit l'autre mourir et qui sait que lui, il va pas s'en sortir, c'est votre peur que vous explorez. Un peu, c'est pas faux. C'est pas faux parce que moi-même, en écrivant cette scène, je me suis mis à la place du personnage. Je me suis dit, si on veut rendre beaucoup d'intensité à cette scène, essaye de te mettre à la place. Qu'est-ce que toi, tu ressentirais? Quels seraient les sentiments là, à ce moment-là, les sensations aussi? Parce qu'il y a le bruit, il y a l'odeur. Parce qu'on sait très bien que quand on est terrorisé et qu'on sait qu'on va mourir, il se passe plein de choses, je veux dire, biologiquement. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, on est bientôt à l'heure du déjeuner, mais voilà, donc c'est pour ça, oui, il y a le bruit, il y a l'odeur, tout ça, et je me suis mis à la place de ce personnage. Et j'ai tout simplement été terrorisé moi-même. Voilà. Mais d'ailleurs, vous savez que l'odeur de la mort est une odeur, même si on ne l'a jamais sentie, on la reconnaît. Oui. Enfin, voilà, on n'a pas d'explication à ça. Mais est-ce que tous ces flics que vous rencontrez, vous les enviez? Vous avez déjà eu envie d'être à leur place? Non. Non, je suis bien à la mienne parce que avec le confort de mon bureau, de mon petit lieu de travail confiné et cosy, non, rien à voir avec leur travail qui est vraiment remarquable. Et voilà, c'est surtout ces gens de terrain. Non, je ne les envie pas, au contraire. Non, mais par contre, Vous les admirez? je les admire, oui, vraiment. Vraiment. Et, avec votre petit... Encore une fois, je reviens sur ces fameux clichés. Quand on dit oui, c'est un cliché, il n'y a pas de cliché parce qu'il y a vraiment des fonctionnaires de police qui sont dans des situations pénibles, familiales, personnelles, de santé ou autre.
Votre histoire de petit bureau cosy quand vous écrivez me fait penser à un dessin de Sampé où on voit cette espèce de décor bourgeois extraordinaire et où le type est en train d'écrire qu'il avance à travers l'Amazonie profonde avec des bêtes partout. Histoire de rappeler qu'on n'habite pas en tant qu'écrivain toujours dans les livres qu'on écrit. Fabio, une question pour Fabio là, qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce sont vos empreintes digitales qu'il y a sur la couverture ou pas du tout? Non, non, ce Non. ne sont pas les miennes. D'ailleurs, je ne sais pas à qui elles appartiennent. Camille, il va falloir me dire, hein, parce que Oui, Alors, c'est un voilà. généreux donateur d'une banque de données d'images. voilà. Salut. Fabio, on va avoir les empreintes digitales de. On De dit, en plus, Fabio on ne dit pas original. C'est Palmer, l'identité Palmer, c'est le vrai nom. Palmer, c'est vrai. Oui. Alors, vous savez comment elle sait ça, Nathalie Coudert, parce que je vais quand même Non. révéler le scoop. Non. Si, Non. si. Bon, elle a une autre spécialité qui est beaucoup plus proche de vos potes de la police. Voilà, à part être libraire. Je n'en dirai pas plus, je sème le mystère et nous ne dirons rien. Et d'ailleurs, je n'ai plus de questions, à part une suggestion absolument sauvage mais pertinente, c'est de lire Le loup dans la bergerie, naturellement. Donc, je vais repasser la parole à Nathalie. Est-ce qu'on peut juste parler de ce titre et de cette couverture, justement, qui est là, que Camille a à côté d'elle et que Titre Fabio a derrière. excellent. Voilà. Oui, Non. ben oui, Vous battez pas. Le loup dans la bergerie, c'est ce qu'on disait, c'est quand même assez, c'est un titre assez générique qu'on entend, c'est dans la culture populaire, le loup dans la bergerie. À la fois, il correspondait à l'affaire du berger de Cossol, et en même temps, il correspond aussi au personnage de Samuel Steiner. Voilà. Il y a, tout début, il y a la définition de l'expression le loup dans la bergerie. Il peut venir, c'est un danger, le loup dans la bergerie. C'est un individu qui va s'immiscer, qui va se fondre dans la foule ou dans une famille. Voilà, et c'est là où je veux en venir, parce qu'il y a le loup dans la bergerie, ça peut être même au sein de sa propre famille. Donc le titre était, voilà. Ah, ça a été un peu compliqué, hein, Camille, hein, je me souviens, pour le titre, c'était un... Ouais, non, mais là, c'est une expression qui est tellement consacrée, Voilà. d'une part, et qui va tellement bien avec cette histoire que c'était évident. Et puis, c'est vrai que sur la couverture, on voulait vraiment jouer sur cette identité du père. Samuel pensait que c'était quelqu'un, et puis il s'aperçoit que c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, tout à fait. Et voilà, avec ses empreintes, avec ce visage crayonné, on se met à douter de tout, en fait. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à douter de ses proches, mais parfois, Ouais. il faudrait. Voilà. On vous remercie pour l'excellente suggestion, Camille. Ça va nous faire la soirée. Voilà. Peut-être pas le berger de Cossol, d'ailleurs, derrière. C'est peut-être moi, quand Oui. j'ai militaire, on ne sait pas, peut-être. Qui est-ce? C'est pas la mâchoire, hein, mais bon, on pourrait. J'ai loupé une question. Il y a quelqu'un qui veut savoir vos rituels d'écriture, vos petites habitudes, vos manies, à part le crâne. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Parce que ça risque d'être long. Ah, il y a carrément, ça met 2 heures les rituels ou... Non, ça met pas 2 heures dans les rituels, hein, ça met 1 an, ça met 3 fois 4 mois ou 4 fois 3 mois, mais voilà, non, moi j'ai une façon de travailler qui est aujourd'hui rodée. Je ne déroge plus à la règle parce que c'est comme dans n'importe quelle activité, j'ai envie de dire, professionnelle. Une fois qu'on a trouvé sa vitesse de croisière et son confort de travail, sa façon de travailler, on ne déroge plus à la règle. Non, moi j'ai pour habitude lorsque je sais sur quelle affaire je vais écrire, et quelle affaire je vais traiter, je vais d'abord consacrer à peu près un trimestre de recherche, de documentation, et rassembler tous les éléments qui vont me sembler les plus pertinents, en fait, les plus importants, les plus intéressants. Et recouper là-dedans les protagonistes, les personnes les plus intéressantes, encore une fois, qui vont peut-être m'apporter de la matière. Une fois que cela est fait, je vais faire ma petite feuille de route, j'ai envie de dire, que je soumets après la direction chez Robert Laffont pour avoir une petite feuille de déplacement auteur,
parce que je vais aller rencontrer ces gens. Alors, au préalable, bien sûr, en ayant demandé les autorisations nécessaires, je vais aller rencontrer ces gens pour leur demander audience, essayer d'avoir un entretien. C'est un petit peu un travail de journaliste, effectivement, qui va chercher sa matière, qui va interviewer, interroger. Voilà. Donc, je vais rassembler pendant 3 mois, en fait, de la matière. Voilà. Sans matière, je ne travaille pas, puisque je ne travaille pas uniquement sur de la fiction. Il y a cette base réelle, donc qui dit réel, si on veut taper juste, il faut aller la chercher, la matière. Voilà. Ensuite, je vais travailler pendant à peu près encore 3 mois sur l'écriture, mais ce ne sera pas l'écriture du récit, l'écriture définitive du récit. Ça va être l'écriture du séquencier. Voilà, en fait, je démarre la construction du roman par l'écriture d'un séquencier. C'est une sorte de scénario un petit peu du roman. J'ai envie de dire, je commence un petit peu à l'envers. D'habitude, on traite un scénario d'après un roman. Bon, là, c'est un peu le contraire. J'ai mon idée. Avant d'écrire le roman, j'écris le séquencier. Alors, pour résumer, c'est une façon très synthétique d'écrire. Je vais en fait décrire tout le déroulé du roman, tout le chapitrage. Toutes les scènes sans les dialogues. Jusqu'à la fin, sans les dialogues, tout à fait, en décrivant la situation géographique, les personnages qui vont évoluer dans ce chapitre, ce qui va se passer, comment, pourquoi. Il y aura des indications, comme dans un scénar, intérieur nuit, extérieur jour, etc., etc. Et j'avance comme ça, de manière à ce que j'ai à la fin un plan concret de ce qui va se dérouler du début à la fin. Donc tout ça va s'articuler. Après, 3 mois après, encore pendant 3 mois, il va y avoir l'écriture du roman, où là, je vais prendre ce calque et travailler d'après le calque. Mais rien n'est jamais figé. Il peut y avoir beaucoup de changements. Des personnages peuvent sortir de l'histoire, d'autres nouveaux peuvent rentrer. Ce n'est pas parce que j'ai écrit un séquencier que je vais plier au séquencier et me dire non, impossible. Non, il y aura bien sûr des manipulations dans le séquencier. Et puis après, évidemment, il y a la dernière phase qui est les relectures, le travail avec mon éditrice, des corrections, des relectures à chaque fois, de la cohérence du texte, de certains passages, des dialogues notamment. Voilà. C'est un vrai travail, de dentelière. C'est petit à petit, chaque petit point va faire. En tout cas, j'ai envie de dire ne changez rien parce que c'est très réussi, cette manière de travailler. Et alors, comme c'est très réussi, je vais engager nos amis spectateurs qui n'ont pas encore lu votre livre, qui sort demain en librairie, d'aller dans toutes les librairies de France, parce que Le Loup dans la Bergerie, sorti dans la collection La Bête Noire aux éditions Robert Laffont, sera en vente dès demain. Donc allez-y, parce que vous allez passer vraiment un très bon moment, même si c'est un peu noir, mais c'est pas grave, parce qu'on rentre dedans, on a envie de savoir jusqu'à la fin. Et c'est jamais sanguinolent, ça c'est l'avantage avec votre écriture, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Merci Camille de m'avoir fait confiance là-dessus. Je vais remercier Fabio d'avoir été là ce soir avec nous. Camille, toi aussi. Demain, on change d'univers. On était dans le noir. Demain, on était avec un tueur en série. Demain, je passe avec des pirates. Et on retrouvera Jean-Marie Cuillère pour Le Vent des Soupirs, qui sort aussi demain en librairie aux éditions Plomb. Fabio, Camille, Frédéric, je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci à vous deux d'avoir été là ce soir avec nous. Et bonne trajectoire à votre roman, Fabio. Bonne soirée, merci.